Hello, j'espère que tu vas bien et je suis hyper content de te retrouver ici pour un épisode un peu différent de d'habitude. On va parler un peu sport, nutrition, tout ça, mais sous un angle différent, sous un angle d'une lecture tout simplement que j'ai eu et que j'ai envie de partager, d'accord? Parce que je trouve que quand on a ce genre de bouquin en main, le fait de le savoir et d'en apprendre quelque chose, c'est une première chose, une première étape, mais je pense que de le diffuser, c'en est une autre. Diffuser l'information et après, libre à toi de lire carrément le livre pour avoir la tienne, bien fondée, bien à toi. Ce livre, je te le présente, c'est La Symphonie du Vivant de Joël de Renet. Voilà, c'est ce livre-là, où je te le montre ici. Clac, on va le voir comme ça, voilà. Pour camper rapidement le personnage, hein, Joël de Renet, c'est pas un mec qui est sorti comme ça de la cueillette aux champignons, hein. C'est un mec, il est au MIT, il a fait, tu as regardé son CV, mais c'est impressionnant le CV qu'il a, je vais pas te faire le listing. Mais bon, voilà, c'est un mec qui, on va dire que c'est un bon pilier dans tout ce qui est génétique et épigénétique. Justement, le titre du livre, c'est « Comment l'épigénétique va changer votre vie ». À ce propos, j'ai une petite anecdote qui sera en fin de vidéo. Donc, va jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette anecdote qui sera en lien, bien sûr, avec tout ce que j'ai dit. Je vais faire une présentation très rapide, en 1 minute, là, de ce que c'est que l'épigénétisme. Concrètement, jusqu'à ici, on connaissait la génétique, d'accord? Tout ce qui est les gènes, okay, les chromosomes, tout ça là. Et donc, concrètement, en fait, la génétique, c'est tout ce qui va être l'ADN, c'est-à-dire un peu comme les notes de musique sur une partition. Si on considère que les notes de musique, c'est la partition, c'est la génétique, l'épigénétisme, ce sera en fait la façon dont tu vas jouer ces notes de musique. Comme autre image, on peut aussi utiliser l'image du téléphone portable, d'accord? Si on prend par exemple un iPhone, il est identique pour tout le monde, c'est l'iOS qui va être dedans, ça c'est identique pour tout le monde. En revanche, chaque personne pourra mettre des applications différentes et les applications vont faire qu'en fait d'un iPhone à l'autre, ils seront bien différents malgré le fait que leur système d'exploitation est totalement identique. Mais l'utilisation qu'on va faire de l'un et de l'autre sera totalement différente. C'est la même chose pour la génétique et l'épigénétisme. On part sur une base commune, mais ensuite, ça va différer en fonction du mode de vie. Je parle bien de mode de vie, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on estimait que la bonne santé, c'était oui, bien manger, tout ça, tous les bons conseils qu'on peut avoir, mais on le prodiguait de façon comme un conseil de grand-mère, sans réel appui scientifique. Ce que va démontrer justement l'épigénétisme, c'est que ça va très loin. Tu vas voir. La génétique, en fait, c'est donc les gènes. Et les gènes, faut que tu imagines ça comme des tiroirs qui sont empilés. Plein de tiroirs, d'accord? Et chaque tiroir a une clé bien spécifique. Et justement, l'épigénétisme, c'est quoi? C'est cette espèce de passe-partout, on va dire, qui va avoir différentes clés et qui va en fait ouvrir différents tiroirs. On va pouvoir ouvrir le tiroir qu'on a envie et donc on appelle ça moduler l'expression des gènes. C'est-à-dire que sur un même gène, deux personnes peuvent avoir la même chose, mais en fait l'épigénétisme, la façon dont tu vas vivre, va en fait ouvrir, je sais pas, par exemple le premier tiroir et le dernier, et une autre personne va ouvrir le 5e et le 6e. Ce qui fait que ça va réellement changer en profondeur des caractéristiques qui seront propres à toi. Et je répète bien, c'est la façon dont tu te comportes qui va ouvrir tel ou tel tiroir. T'imagines, déjà rien que là, ça veut dire que ça va assez loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un code génétique qui t'est donné à la naissance et point barre, tu te démerdes avec ça. Donc là, en fait, le premier constat qui est quand même assez ouf, c'est bien de se dire que c'est pas les gènes qui vont nous influencer, mais c'est nous qui allons influencer les gènes. Ça rejoint en fait, je trouve, de très proche tout ce qui va être développement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux réellement être un acteur dans ta vie et pas seulement la subir comme on pourrait le penser, on m'a donné ça et c'est mort. Voilà, je me démerde avec ce que j'ai et puis en gros, j'ai pas de chance ou j'ai de la chance. Joël de Renet, dans son livre, explique qu'il y a 5 facteurs qui permettent de moduler justement ces gènes. Le management du stress, comment tu gères le stress, le réseau social et familial, le plaisir de faire ce qu'on fait, la nutrition et en 5, l'activité physique. Donc effectivement, quand on regarde ces 5 facteurs, on pourrait dire « ouais, bon, on le savait plus ou moins ». Le médecin va nous dire pratique du sport, mange bien, faut que tu aies un réseau social qui soit un peu développé, il faut que tu aimes bien par exemple ton travail, parce que c'est quand même là où on passe du temps, et ensuite avoir le minimum de stress possible. Là où ça va vraiment plus loin, encore une fois je le répète là-dedans, c'est que c'est pas seulement que tu vas aller mieux, c'est qu'en fait tu vas changer profondément ce qui se passe dans ton génome. D'accord? Imagine-toi, c'est un peu le mode Spider-Man, tu vois, l'araignée qui vient, clac, 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 qui modifie tous les petits trucs. Et là, c'est un peu le même délire. Tu vas pas changer ton ADN, mais tu vas changer l'expression de celle-ci. Il faut bien comprendre que l'expression, c'est vraiment la façon dont elle va s'exprimer, c'est-à-dire ce qui va en dégager. Rajoute encore, je martèle un petit peu là-dessus, c'est que en plus de ça, ce que tu vas exprimer, la façon dont tu vas te comporter et ce que ça va changer en toi profondément, c'est quelque chose qui va se passer à ta descendance. C'est héréditaire.
Donc c'est-à-dire que oui, toi, tu peux le dire tout de suite, tu as déjà récolté des choses qui viennent d'en haut. Si on prend dans les choses qui sont pas top, par exemple, c'est pourquoi on peut voir que quelqu'un, un fumeur, le fils a des chances d'être fumeur, c'est pas seulement parce qu'il va fumer devant lui ou quoi que ce soit, bien sûr ça en fait partie, mais c'est que dans le génome, par exemple, dans le génome, dans l'expression de tout ça, eh bien l'expression de ces gènes, eh bien c'est quelque chose qui va être retransmis. Et donc là se pose la question entre l'inné et l'acquis. Est-ce que c'est quelque chose qui était donc intrinsèquement lié quand dès que t'es né, en gros, voilà, tu étais prédisposé à fumer parce que tu as eu ces gènes-là, si on prend dans le négatif encore une fois, ou alors si on prend dans le positif, par exemple, quand on regarde un sportif professionnel qui a souvent son fils, je prends là, tiens, Ntamak au rugby, le père est en équipe de France, le fils en équipe de France, il a performé en plus contre la Nouvelle-Zélande, je crois que c'était. Et ben on peut se dire, ah ouais, non mais c'est normal, c'est parce que le père il était comme ça. Non, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont très certainement passées de père en fils qui étaient héréditaires. C'est pas seulement de l'acquis ou de la chance. Non, c'est vraiment inné. C'est des choses qui viennent en fait de toi profondément et que tu as récupéré. Dernier exemple là-dessus, c'est quoi les girafes ont des longs coups, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure d'aller chercher des plantes plus hautes, et bien en fait elles ont passé cette expression d'accord, à la descendance et le cou se serait agrandi comme ça. Donc elles sont peut-être pas nées, bam, d'un coup comme ça, comme pourrait le dire Darwin plutôt, c'est-à-dire qu'imaginons qu'il y ait des girafes, Darwin il dirait que tu as des girafes à petits coups et des girafes à grands coups. Si les plantes étaient que hautes, au final les girafes à petits coups sont toutes mortes parce qu'elles n'ont pas réussi à manger et que les girafes à long cou sont restées en vie parce qu'elles pouvaient aller manger. Ça, c'est un peu plus une théorie de Darwin, d'accord, qui va t'expliquer que voilà, en gros, c'est le déterminisme. Donc, si en gros, tu as de la chance avec ton code génétique, justement, tu restes en vie, alors que si tu n'as pas de chance, eh bien, tu clames. C'est en partie vrai pour des choses, mais ça expliquerait pas tout. Donc ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est toi le chef d'orchestre. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je te dis tu peux changer réellement, toi, en profondeur, eh bien, c'est réel. C'est pas fictif, c'est pas juste de la pensée où ça va être juste sur du développement personnel, ah tu peux le faire et pas penser, ça va fonctionner, la loi d'attraction, tout ça, chose que je peux comprendre. Mais là on est vraiment sur quelque chose de prouvé scientifiquement. L'épigénétisme explique énormément de choses. Je mets tout de suite une limite là-dessus. Je vais avant qu'il y en ait peut-être qui mettent des commentaires de ce genre-là qui vont être, je ne veux pas tomber dans le tout est possible, tout est réalisable. Effectivement, tu nais, tu es aveugle. Même avec la meilleure volonté du monde, tu as très peu de chances de retrouver la vue à l'heure actuelle. Il y a déjà des miracles qui ont été effectués là-dessus, et encore une fois, moi je suis même presque persuadé que dans notre cerveau, on aurait peut-être la capacité de peut-être pouvoir faire ça. Petite anecdote là-dessus, parenthèse, il y a déjà eu des choses qui ont été montrées, comme des personnes qui étaient par exemple schizophrènes, et que dans leur schizophrénie, leur corps pouvait complètement se modifier. Dans cette même personne, il y avait en gros une personne diabétique et une personne tout à fait normale. Et quand elle se transformait en personne diabétique, son taux d'insuline diminuait par exemple, et on avait la glycémie qui augmentait. Donc c'est quand même assez dingue de se dire que le corps humain peut en fait vraiment se moduler, modifier. Là pour le coup c'était carrément instantané de cette manière-là. Et donc si c'est possible comme ça, en gros il y a énormément de choses qui sont possibles. Maintenant il faut aussi se laisser la possibilité sur ce qu'on peut accepter, de ce qu'on ne peut pas. Là c'est pour ça qu'aujourd'hui le livre, on va se centrer uniquement sur ce qu'il dit et sur ce qui est réel. Donc pour faire simple, si on respecte ces principes, si on regarde, moi je vais prendre en numéro 1, au niveau du sport. Eh bien, tu as bien compris que l'activité physique, c'est déjà un des principes qui est facile à mettre en place. Si t'en fais déjà, c'est génial, continue, d'accord. Si t'as pas encore commencé, lance-toi, d'accord. Mets-toi des petits objectifs. Te lance pas comme ça, juste n'importe comment. Dis-toi, tiens, j'aimerais bien faire ça, je te dis n'importe quoi, ça pourrait être courir 5 km par exemple, ou même de courir 3 km, ou d'aller nager, parce que t'aimes bien ça, le rapport avec l'eau. N'importe quoi, mets-toi un objectif, il n'y a pas d'objectif qui est ridicule, fais-le, d'accord, et essaye de l'atteindre. Et si tu l'atteins pas, justement, ça te donnera cette possibilité de te dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre. Anecdote là-dessus, d'accord, ça m'est arrivé des personnes qui par exemple voulaient faire 5 km de course, qui n'y arrivaient pas. En fait, on va séquencer ces 5 km. Tu vas marcher un temps donné, je dis n'importe quoi, ça pourrait être très bien marcher 4 km, courir 1 km, et après réduire la marche, marcher 3 km 5 et courir 1 km 5. Et au fur et à mesure, tu vas atteindre ces 5 km. Et quand tu auras atteint ces 5 km avec l'entraînement que tu as eu, tu pourras aller encore plus loin. Avant tout, choisir un objectif qui te fait kiffer, quelque chose que tu sens que ça va te faire plaisir. Et je peux te dire qu'en tant que coach, j'ai vu des gens qui sont vraiment transformés là-dessus, c'est-à-dire transformés non pas que physiquement, mais qui sont transformés aussi mentalement. Des gens qui, à la base, le sport, ils ont dit j'ai toujours été nul en sport, jamais été bon. Et donc en fait, ils ont assimilé ne pas être bon avec je retire parce que ça me sert à rien.
Mais en fait, ne pas être bon par rapport à quoi? Par rapport à une compétition qu'on doit donner, par exemple en EPS, ok, bah, ça veut pas dire que c'était peut-être pas bon par rapport à d'autres, mais par rapport à un résultat. Mais ça veut pas dire que pour toi, c'est pas bon. Pour toi, au contraire, ce sera bon. Mais ça, donc, ça part d'une idée reçue qui est restée et qui est fausse au final. Donc, remets ça en place, remets ça devant et tu verras que tu vas tout simplement kiffer par rapport à tes propres objectifs sans comparer à Pierre, Paul ou Jacques. Et quand on voit dans le sport la façon dont on peut s'exprimer, d'accord, les émotions que ça crée, je me dis mais comment on peut passer à côté de ça dans sa vie? C'est pas possible. C'est pas possible de passer à côté des émotions que le sport peut créer. Je parle même pas d'une victoire ou d'une défaite dans un sport co ou quoi. Je te parle juste d'une victoire par rapport à toi, par rapport à un objectif que tu te serais fixé. Sur un 10 km, je te jure que si tu n'as jamais fait un 10 km par exemple, c'est quelque chose qui est largement accessible et tu te dis le jour où tu vas te dire tiens, je vais faire ce 10 km et que tu le réalises, ce sentiment de réussite, mais il est extrêmement puissant. Et je dirais presque que c'est une petite drogue parce qu'en fait c'est ça où après on va rechercher ça. D'accord? On va rechercher cette gratification. Et en fait là, c'est à ce moment-là que la machine est lancée. Mais il faut la lancer à un moment ou à un autre. C'est juste ça. Il faut le lancer, sinon ça ne marchera pas. Deuxième point, si on prend maintenant la nutrition, tu sais très bien ce que je vais te dire, ok, par rapport à la nutrition, si tu me suis depuis un petit moment, je vais te dire déjà, arrête, relâche tous les plats pré-préparés, soi-disant il n'y a pas le temps et tout ça. Il y a plein de plats à faire, réapprends à cuisiner, réapprends à te prendre un peu de temps pour toi pour cuisiner. Et je ne te parle pas de tous les jours. Si par exemple tu fais que ne serait-ce qu'un jour déjà, où tu cuisines pour toi, où tu prends plaisir à cuisiner, où tu dis là je bloque 1 heure, où je vais vraiment prendre une recette, la faire. Okay, et utilise un maximum de matières premières. Tout ça, ça va vraiment être bénéfique encore une fois pour toi. Les plats pré-préparés, okay, c'est un truc qui te bute à petit feu. À petit feu, tranquillement en fait. Tu crois que ça t'apporte de l'énergie, alors qu'au final, ça t'apporte de l'énergie sur le moment, mais ça t'en bouffe 2 fois plus derrière. C'est vraiment pas le truc efficace pour toi. Parce que je tiens quand même à rappeler que manger, c'est ce qu'on fait 3 fois par jour. Tous les jours, quasiment. On va dire pour nous qui sommes chanceux de vivre dans des pays où on peut manger à peu près régulièrement. Il y en a, d'accord, c'est mort, la nourriture, on sait très bien que c'est compliqué. Mais pour nous qui pouvons, on va dire, manger régulièrement et quasiment ce qu'on veut, concrètement, eh bien, pourquoi on se nourrit des fois de trucs de merde? J'ai envie de dire, respecte ton corps à 100%, il est avec toi toute la journée, il te supporte, entre guillemets, il me supporte, et ben si moi j'ai envie qu'il m'accompagne le plus longtemps possible, le plus loin possible, et surtout que ça puisse être un terrain de jeu immense, d'accord? Parce que c'est lui qui va pouvoir, entre une pensée que j'ai et la création réelle de ce qui va se passer, c'est mes mains qui vont être utilisées, d'accord? C'est la façon dont je vais respirer, c'est comment je vais bouger, tout ça, je peux créer quelque chose, créer réellement de la matière à travers une simple idée que j'ai eue. Et ça lui demande d'avoir un carburant. Et un carburant, ça passe par l'alimentation parce que j'ingère des choses 3 fois par jour. Ça coule de source qu'il faut respecter ce principe-là pour avoir en fait un atout énorme à côté de soi qui est notre propre corps qui va nous le rendre fois 1000. Si on lui donne un petit peu, il nous le rend fois 1000. Et je te dis surtout pas de suivre un régime ou ce genre de conneries comme ça. Non, de manger en conscience, de manger avec du bon sens, c'est largement suffisant. Et je le répète, même si c'est un seul jour dans la semaine où tu le fais bien, déjà un jour de plus que ce que tu ne faisais pas avant. Donc un jour, plus un jour, plus un jour, en se laissant du temps encore une fois, à la fin ça arrivera quelque chose de bien. Là encore une fois, je donne aucune leçon, hein, c'est pas ça le but. C'est juste d'apporter, de me dire, de casser un petit peu des codes parce que j'entends souvent ouais mais manger bien c'est chiant à la longue. Non, je suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. Manger correctement, ça demande juste en fait de se réapproprier des nouvelles habitudes alimentaires. Ok, c'est tout. Mais en soi, il n'y a rien de chiant, je dirais même que c'est super bon et que tu kiffes parce qu'au final, après, quand tu dois faire, par exemple, la dernière fois, je suis parti au resto avec des potes, anecdote, on a mangé un truc de savoyard, fondue savoyard et des raclettes, tout ça, c'était délicieux. Hein. Je me suis pété le bide comme un malade. Mais même mes potes me disaient, mais t'as bouffé pour 4 personnes là. C'était vraiment, même moi, je me suis dit, mais là, c'est incroyable. Mais bon, j'ai mangé ça, j'ai pas bougé d'1 gramme sur la balance, ok? Et j'ai kiffé ma soirée. Et puis après, j'ai repris mon alimentation normale. Mais je veux dire, je l'ai même pas senti passer. Enfin, il s'est rien passé de spécial. Ça m'a pas détruit. Je n'étais pas mal le lendemain ou quoi que ce soit. Tu vois? Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que tu pourras vraiment profiter de ce moment-là, mais limite encore plus. En 3, en ce qui concerne le réseau social et familial. Tout le monde a une famille avec ses bons et ses mauvais côtés. D'accord? Mais j'espère que dans les mauvais côtés qu'il y a, c'est jamais facile de prendre les devants. Mais j'estime que si on n'essaye pas, il n'y aura strictement rien. Et donc des fois, des non-dits, des choses qui restent comme ça,
et qui reste pendant 5 ans, 10 ans, et au final ça fait plus mal qu'autre chose. Et donc je sais que c'est pas des choses qui sont simples, et là j'ai aucun conseil à donner, j'ai pas de leçon à donner encore une fois, mais je pense que le plus simple c'est de ne rien faire, de laisser la situation, alors qu'au final, on le sait tous que le but serait de plutôt mettre peut-être un peu les pieds dans le plat et d'y aller. Ça c'est dans le cas où ça se passe, il y a des choses qui se passent pas bien, mais j'espère que dans les familles, au contraire, c'est un moment où c'est un lieu où c'est plutôt un endroit où tu as en pleine confiance, tu peux avoir vraiment confiance, les yeux fermés sur les gens qui t'entourent, et c'est un réel soutien. C'est un endroit où je peux aller chercher de la force. Et donc ce lien familial, il est méga important. Mais bien sûr, comme un chanteur l'a dit, on ne choisit pas sa famille. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui les familles c'est plus complexe, et c'est comme ça. Mais même dans chaque famille où c'est complexe, je pense qu'il y a des façons d'améliorer. Je ne pense pas que les relations soient pourries avec chaque personne de la famille. Il y a sûrement une personne dans ta famille avec qui ça se passe beaucoup mieux, très bien, où tu as une vraie connivence. Et c'est sur cette personne-là qu'il faut s'appuyer aussi, ou tout du moins qu'il faut vous soutenir. Les relations amicales, c'est quelque chose qui peut être différent. Parce que les relations amicales, eh bien, des fois, dans les groupes, on peut les choisir, on les choisit des fois aussi un petit peu moins, mais surtout, je trouve qu'il y a vraiment des relations qui sont bénéfiques et des relations qui sont beaucoup moins bénéfiques. Moi, au cours de ma vie, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai vu qu'il y avait des relations qui, par moments, en fait, me tiraient plus vers le bas que vers le haut, et j'ai su et j'ai dû m'écarter, d'accord, progressivement de ces relations pour me tourner vers des relations qui étaient plutôt bénéfiques, qui m'apportaient. Donc là, ça peut faire très personne qui pourrait réagir par intérêt. Je parle pas d'intérêt, moi je m'en foutais que la personne ait de l'argent ou quoi que ce soit. C'est juste que quand j'étais avec cette personne-là, je me sentais moi, je me sentais bien, j'étais en train de rire, ou c'était des good vibes, tu vois, concrètement. Alors qu'avec d'autres personnes, ça pouvait être plutôt très contrôlé, très pesé chaque mot qu'on va sortir, compliqué, tu vois. Et je pense qu'il faut savoir prendre des distances, ça veut pas dire couper les ponts tout le temps, parce qu'il y a des personnes avec qui on peut se revoir, d'accord, de l'eau a coulé sous les ponts comme on dit, chacun a mené sa vie et hop, on peut se retrouver à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut vraiment être attentif à sa boussole dans les émotions pour se dire, cette relation m'apporte moins, et je vais plutôt me tourner vers des relations qui m'apportent pour avancer. Ça veut pas dire que si quelqu'un va mal, il faut que tu dises, non, je laisse tomber, ça apporte du négatif, pas du tout. Bien sûr, quand entre amis, le but c'est de s'aider, mais quand ça devient redondant et que en fait tu t'aperçois qu'au bout d'un moment c'est toi qui commences à en pâtir, là il faut savoir couper les ponts. Moi c'est ce que j'explique, je suis pas non plus une déchetterie, c'est-à-dire que c'est pas là où tu viens jeter que tes problèmes. Tu peux en jeter, d'accord, on peut s'aider, mais si c'est que pour ça, tu vois ce que je veux dire, tu as sûrement vécu déjà une relation comme ça, là par contre, non, moi je vais me sauvegarder, ok. Voilà, donc les relations amicales pour moi, c'est là où elles sont importantes, il faut être lucide sur sa boussole émotionnelle et se dire, voilà, ça m'apporte moins. Et je pense qu'un entourage qui est encore une fois assez solide peut vraiment t'aider à avancer plus loin. Paradoxalement, je mets juste une petite parenthèse là-dessus, c'est ça qui est ouf, c'est que quand tu as un entourage, un cercle d'amis qui est par exemple qui tu t'entends bien, eh bien ça te donne du courage, d'accord? Tu te sens équilibré en finale. C'est que t'es juste équilibré, c'est pas quelque chose que tu sens, en fait t'as pas de manque à ce moment-là. Mais ce même groupe d'amis, ok, pourrait te mettre des bâtons dans les roues pour certaines décisions que tu vas prendre, ok, parce qu'ils ont peur pour toi aussi à des moments et donc ils pourraient te retenir. Mais dans tous les cas, je trouve, et parmi ce livre, dans ce qui est dit, c'est ça, c'est que un cercle d'amis en qui tu as confiance, en qui tu peux avoir des discussions profondes, et ben ça te permet au final de mieux te connaître, d'avoir une plus grande confiance en toi et donc d'avancer dans cette vie. En 4, on va parler du management du stress. Le sujet sur notre période actuelle. On vit dans une société qui vit à 100 000 à l'heure. Okay, on est bombardé d'informations très mauvaises en général, bombardé de publicité, on est bombardé de notre cerveau, il va dans tous les sens. Même notre téléphone, les notifications, tout. T'imagines pas à quel point on est sollicité. Il faut qu'on te montre le dernier truc à la mode, il faut qu'on te montre le dernier truc dont tu as besoin, mais au final dont tu n'as pas vraiment besoin. Voilà, t'es vraiment vu comme un consommateur et donc comment tu vas pouvoir consommer au maximum. La consommation en soi, c'est bien, on aime tous s'acheter quelque chose, mais aller consommer H24 tout le temps si on devait répondre à toutes les offres publicitaires qu'il y a, laisse tomber, mais on croule quoi, c'est impossible d'avancer. On te crée des besoins qui sont totalement inutile. On te fait croire que voilà, pour être, il faut que tu aies ça. Et ça, c'est purement de l'ego, d'accord? L'ego, il veut aller chercher ça, il veut avoir ça, il veut appartenir à telle communauté. C'est pas étonnant qu'on s'y perde. C'est pas étonnant qu'on sache plus donner de la tête. Et donc la question, c'est comment, en fait, il va falloir ralentir ce train qui est lancé à pleine balle. Parce qu'il y en a qui ne s'en aperçoivent pas, en fait. Je suis pas en train de dire que moi, je suis parfait, attention, hein, je remets les choses en place. C'est en lisant ce bouquin que je fais une introspection sur moi-même aussi et que je partage, en fait, cette vision des choses ici, sur cette vidéo. Et moi, je me dis, le but, c'est de ralentir tout ça.
Quelles sont les solutions? Déjà, la solution simple, c'est peut-être de réduire les chaînes d'information, la radio, la télé, tout ça, déjà les couper un peu plus. Quelles sont les autres actions à mettre en place pour créer par exemple des habitudes qui peuvent être bénéfiques? Si je te parle de la méditation, tu vas me dire « Oh putain, la méditation, lui aussi va me parler de la méditation parce qu'on entend parler un petit peu à tout bout de champ. » Oui, la méditation en soi, ça a été repris, tu vois, encore une fois, pour que ce soit « Tiens, maintenant il faut que tu fasses de la méditation pour aller mieux. » Non, c'est pas que si tu vas en faire, tu n'iras pas spécialement mieux tout de suite, d'accord? On n'en sait rien. Parce qu'en fait, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu sentes que c'est quelque chose que tu vas avoir besoin. Mais cette méditation, souvent, dans notre société, eh ben, ça va demander quoi? De prendre encore du temps pour soi, compliqué, parce que tu es tellement bombardé qu'en fait, le temps, il défile à une vitesse incroyable. Il va falloir que tu t'arrêtes dans ce que tu es en train de faire et que tu prennes 5 à 10 minutes. Sauf que ces 5 à 10 minutes devant toi, eh ben, en fait, elles ne sont pas rentables. C'est-à-dire vu qu'on est dans une société de rentabilité, eh ben, pourquoi je m'arrêterais alors que je peux continuer, je peux être productif chaque jour? Pourquoi? Et en fait, je trouve que c'est à ce moment précis où justement, je dirais que la méditation est encore plus importante. Si je te donne un exemple à titre personnel, moi j'aime bien le faire le matin quand je me réveille, ça me calme, je débute tranquillement. Tu vois, la dernière fois, j'avais beaucoup de choses à faire dans la journée, j'étais chez moi et j'avais au moins 4-5 actions que je pouvais faire là tout de suite. Et franchement, j'ai bugué, je ne savais pas par où commencer. Ça, et en fait, je suis resté un peu inactif. Alors j'avais des trucs à faire, hein. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, tiens, pose-toi et médite un peu. Tu respires, tu te calmes, tu prends une grande inspiration, tu fermes les yeux. Et en fait, toutes ces idées-là, au début, elles sont présentes, elles sont en train de pousser, tu vois, dans ton crâne. Et tu les laisses partir un peu, tu les laisses fuir. Elles vont revenir un petit peu, mais après, tu laisses, tu respires, tu calmes, tu te concentres sur autre chose. Pourquoi on dit de te concentrer sur ta respiration? Parce que c'est un moyen, en fait, de laisser évacuer cette pensée, que ton mental, il cherche à te faire intégrer dans le crâne et à pas en sortir. Et là, tu vas d'un coup retrouver un sentiment d'apaisement. Tu vas sentir que ton cerveau, il est en train de se détendre. Moi, c'est vraiment des sensations que j'ai eues par moments, pas tout le temps, mais que j'ai réussi à avoir. Ça se détend, tu te calmes, tu te sens de mieux en mieux. Et d'un coup, ce temps que tu estimais comme perdu, eh bien là, à ce moment-là, tu n'as presque pas envie d'ouvrir les yeux. Je ne dis pas que tu vas rester une demi-heure, hein. Moi, des fois, je sens qu'au bout de 10 minutes, des fois un quart d'heure, voilà, il faut que j'ouvre les yeux. Et encore, ça pourrait être que 5 minutes, hein. Il n'y a pas de temps, ça pourrait être même 2 minutes. J'ai pas dit que un quart d'heure c'est bien, 10 minutes c'est mal. Et moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais le but, c'est au contraire de couper cet emballement de la machine. Et l'avantage, c'est que dès que tu vas sortir de cette méditation, les problèmes, ils seront toujours là, ok? J'avais toujours ces 4 actions à réaliser. Mais en fait, le fait de me poser, j'ai pu le voir sous un angle différent. Et le fait de le voir sous un angle différent, eh ben, j'ai réussi à me dire, je vais commencer par ça, puis ça, puis ça. Donc ça, bien entendu, des fois, je peux le faire naturellement, mais il y a des moments où ça bloque. Et quand ça bloque, je trouve que c'est une réelle utilité et on revient, on se calme là-dessus. On se calme et surtout, c'est que je trouve que c'est un bon entraînement pour maîtriser son esprit, maîtriser son mental. Parce que le mental, il est vraiment en train des fois de nous guider, de nous mener à la baguette. Et au contraire, et là, on va justement essayer de reprendre les rênes un petit peu et de se dire, moi, je t'oriente là-dessus. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que dans des situations qui seront stressantes, réelles, et il faudra que tu sois en pleine conscience, en pleine possession de tes moyens, et bien justement, ton esprit, quand tu vas sentir qu'il va se barrer vers du stress, vers de l'anxiété et tout ça, et bien je pense très sincèrement que cette méditation dont Joël de Renet parle aussi dans ce bouquin, c'est quelque chose qui va être bénéfique parce qu'on va réapprendre à se réapproprier et pas se laisser embarquer dans des crises d'angoisse ou tout ça. Au contraire, revenir à un état stable et prendre des décisions en conséquence. Ne pas prendre des décisions dans la peur ou dans la panique qui sont en général très mauvaises, mais prendre des décisions en connaissance de cause des problèmes qu'on a en face de nous et surtout en étant en pleine conscience. Okay, et c'est en ça que la méditation, elle est intéressante. Enfin, pour clôturer, le 5e thème, c'est prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Ça peut être au travail, par exemple, ou dans la vie. Mais en fait, pour moi, cette partie-là, si on prend le travail, par exemple, il y a des gens qui vont dire je me fais chier au boulot, d'autres qui vont dire je m'éclate. C'est un peu plus rare quand même. Et d'autres personnes qui vont dire ouais, je vais au travail comme ça, quoi. Un peu de manière mécanique. Prendre plaisir à faire ce qu'on fait, je pense que si on coche chaque étape, c'est pas qu'on va avoir une révélation à un moment donné, mais toutes les étapes que je viens de citer à l'instant, celle-là, c'est presque l'une en fait des plus importantes, mais pour moi c'est presque l'aboutissement de tout ça. Ça veut dire que si on est équilibré, si on est en bonne santé, si on apporte ce qu'il faut à notre corps, si on le fait bouger correctement, on va être plus réceptif
vraiment son fort intérieur, son soi, réceptif notamment à tout ce qui va être émotionnel. Je te parle pas seulement de chialer, c'est pas ça, dans les émotions vraiment qui sont de réelles boussoles, qui vont réellement t'indiquer si ça t'apporte du plus ou du moins, et être capable de se dire par rapport à son métier, si c'est vraiment un métier de merde que je suis en train de réaliser, eh bien justement se dire peut-être qu'il va falloir que je change d'orientation. Mais changer d'orientation, ça demande du courage, parce que ça demande de lâcher une situation pour aller en trouver une autre. Et comme d'habitude, on a zéro garantie. On sait ce qu'on lâche, on sait pas du tout ce qu'on va chercher. Mais au moins, tu vas le ressentir. Il y a des personnes qui peuvent se masquer ça toute leur vie. Toute leur vie, elles vont fonctionner, d'accord, de façon à se dire non, bah, c'est comme ça que ça marche et c'est pas autrement, sans s'écouter réellement. Et en général, là c'est un très gros raccourci que je fais, mais il y a souvent des pépins de santé qui arrivent derrière un peu plus tard. Et au contraire, pour moi, la personne qui va être éveillée, d'accord, qui va vraiment, qui aura mis toutes les chances de son côté pour pouvoir s'écouter, eh bien, elle va pouvoir prendre ces décisions qui seront pas faciles, parce que ça va être des décisions qui vont être propres à soi. Et ce qui me fait kiffer ne fait pas spécialement kiffer, ça peut être la personne avec qui je vis, ça peut être ma famille, ça peut être mes amis, mais en tout cas, si c'est quelque chose que vraiment profondément je sens qui va me faire kiffer et que je me dis, mais c'est vers là que je veux m'orienter, et bien en fait, il faut être solide à ce moment-là. Il faut vraiment avoir une estime de soi, une confiance en soi qui est déjà là, parce que si déjà ça, c'est pas là, c'est mort, c'est impossible. C'est-à-dire que la personne, elle va obligatoirement, la peur va prendre le dessus, le mental va reprendre le dessus, on va se poser 1500 questions, où le mental va trouver 1500 réponses pour te dire fais pas ci, fais pas ça, et on va pas le faire. Et si on a un entourage qui est pas top, ils vont nous conforter dans cette idée. Si la famille, on n'a pas d'attache familiale, et ben en fait on n'a pas de matelas derrière. Imaginons que tu dises bah ouais ça se passe pas bien, est-ce que je peux retourner, je sais pas, chez mes parents par exemple ou quoi que ce soit. Oui, non, bah ok je fais pas. Si je fais pas de sport et que je mange mal, je vais être fatigué, pas de sport, je peux être fatigué aussi, je vais avoir peur si je dois partir sur un voyage par exemple, et je me dis mais attends il va falloir que je fasse tout ça, mais est-ce que je vais tenir physiquement? Enfin tu vois, c'est des questions qui s'ajoutent et qui, très sincèrement, je pense que quand tu es en pleine possession de tes moyens, au contraire, ces questions-là, tu passes au-dessus. Parce que tu as cette confiance en toi où tu te dis, bah là, je vais y aller, je vais réussir, je vais avancer, je vais tester tout du moins. Tu vas pas être mazouté par toutes ces questions, englué dans ce truc-là, dans cette espèce de pataugeoire là, où tu vas te dire, bah au final, ça sert à rien, ce serait trop compliqué d'en sortir, je préfère rester là, au moins, je sais ce que je vois, je sais où je suis. Pour moi, quelle que soit la personne, et c'est vraiment ce que je retire de ce bouquin, c'est qu'en fait, cette confiance, toute personne qui va faire un changement, il y aura une partie d'elle qui aura peur et une partie d'elle qui aura confiance. La question, c'est de savoir laquelle partie parle le plus fort, celle qui a peur ou celle qui a confiance. Et donc, selon ces 5 principes, par exemple, de Joël de Renet sur changer profondément, eh ben, je pense qu'on peut clairement augmenter la voix de la personne qui a confiance et donc s'orienter vers une vie qui nous correspond profondément. Là, t'as l'impression que je te parle de ce bouquin un peu comme de la Bible. C'est pas ça, mais je trouve que c'est des grands principes. Et encore une fois, je le répète, vu que ça te touche intérieurement, profondément, que tu peux changer ces choses-là, des choses qui sont pérennes, eh bien, il y a tout intérêt à essayer au final et voir ce que ça peut créer. On en vient justement à la petite anecdote. Pourquoi je te parle de tout ça, de ce bouquin? Pourquoi j'ai choisi celui-là? Et si moi je te parle de ça, c'est pour une raison, c'est que je suis en plein dans ce processus, en plein dedans. C'est-à-dire que je sais que j'ai des grandes décisions qui vont arriver, des choix assez importants qui vont arriver cette année, voire maximum l'année prochaine. Et je m'y prépare. J'ai une partie de moi qui flippe, je peux te le dire. Mais j'ai une partie de moi, une petite voix, tu vois, qui est en train de parler, qui me dit mais vas-y, va par là. Cette petite voix qui me dit emprunte ce chemin, ose, vas-y. C'est presque une excitation, tu vois, t'as envie d'y aller. Mais t'as une toute autre partie qui est là, qui essaie de te retenir. Cette partie qui te dit vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas lâcher toute cette situation pour aller faire ça, et pourquoi? Et toi, et encore une fois, mais par rapport à tout ce que je t'ai dit, eh bien, je sais que si j'avance pas, ce serait mentir à moi-même. Quand je te parlais de la boussole émotionnelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je sens que si je reste dans cette situation-là, et tout va bien, concrètement, j'ai pas à me plaindre comparé au reste du monde, franchement, j'ai pas à me plaindre, loin de là, ok? Mais je sens que profondément, est-ce que je suis en train de... Je peux aller kiffer quelque chose de plus pour moi qui me correspond davantage? Oui. Et donc, en fait, ce serait mentir si je restais comme ça, en restant accroché en fait à une situation qui me correspondait totalement jusqu'à maintenant, mais qui me correspond plus, qui me correspond de moins en moins, et il faut que je m'en détache de ça. Et s'en détacher, ça demande, comme je te le disais, beaucoup de choses, beaucoup de courage, je pense. C'est pour ça que quand j'ai lu ce bouquin, c'était encore une fois quelque chose qui appuyait cette façon de penser, où je me suis dit, voilà, ça c'est des principes par exemple qui sont largement applicables, qui mis dans la balance peuvent me permettre de faire ce pas-là. Il y en a sûrement d'autres, mais déjà ceux-là, ils sont possibles, et en plus de ça, c'est pas juste des pas que je fais dans l'imaginaire, c'est des pas qui
intrinsèquement, je vais créer quelque chose en moi qui va durer, modifier, que je vais modifier. Et donc quand on le modifie, après ça reste pérenne. Alors c'est vrai que sur cette fin de vidéo, je parle plus de moi et de ce que je vais vivre, parce que justement j'ai senti cette connexion entre ce que je pensais et ce bouquin, et je me suis dit mais c'est complètement cette dynamique que j'ai envie d'insuffler en même temps, et je trouve que essayer de l'insuffler et de la vivre en même temps, c'est hyper intéressant, et c'est même surtout vachement parlant et puis plus réaliste, parce que sinon ce serait un petit peu fais ce que je dis, pas ce que je fais, et moi je vais vraiment m'appliquer à faire ce que je dis aussi, ok? Donc en gros on est dans la même situation, toi et moi, et aujourd'hui je tourne cette vidéo, demain on verra où j'en serai. J'espère que ce bouquin et cette vidéo vont t'apporter l'énergie nécessaire si toi aussi tu es dans ce changement de paradigme, dans ce processus. J'espère que le fait de t'avoir parlé de l'épigénétisme, des conséquences que ça a, et à travers cette vidéo, que l'ensemble, ce package, on va dire, se donne cette énergie nécessaire, comme moi j'ai pu la ressentir, pour justement peut-être passer le pas, peut-être aller dans cette direction d'un mieux vivre pour toi. C'est pas juste gagner 1 million d'euros et puis rien faire. Ça pour moi, pour ma part, ça n'a pas de sens. C'est juste au contraire trouver le métier qui te fera plaisir, où tu vas te sentir évoluer, épanouir, où tu vas sentir que tu es vraiment en pleine concordance avec ce que tu fais et où tu kiffes tout simplement. Voilà, je te souhaite une belle soirée, une belle journée où t'en es. En tout cas, je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.